Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation pour cet épisode. Les Dérangeants, c'est quoi? Vous nous connaissez après cette saison, ma foi. C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs au Québec, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix de Québécois. On le mentionne quand même parce que c'est nos sponsors qui nous permettent saison après saison de faire du contenu de qualité pour sortir les entrepreneurs de cette solitude, de ce marasme, en fait, c'est pas tout rose, c'est pas avoir des licornes vraiment et de vivre dans un monde de papillons que d'avoir une entreprise. C'est des claques à gueule, c'est des cicatrices et on remercie fièrement le quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme. On a Kera Capital Partners, Blue HF Légal, Hello Darwin et le réseau des CCTT Synchronex qui nous supportent, qui nous aident, qui payent dans le fond pour louer le studio, pour vraiment créer ce contenu-là. Et donc, merci énormément. Pour aujourd'hui, en fait, cet épisode-là, je ne serai pas accompagné d'un Dominique Gagnon, d'une Marie-Josée Richer, d'un Philippe Lamarre, Elisabeth Abbatiel ou Fernel-Fleurant. Je serai seul avec mon expert préféré, Patrice Groslot de McGill Immobilier, Angle Volkers, Montréal-Toronto. En fait, Patrice, c'est probablement le courtier immobilier que j'aime le plus au monde parce que il est tellement terre à terre, il est pragmatique, puis il nous donne un update de comment ça va l'immobilier au Québec. Ça reste quand même le facteur d'enrichissement numéro un que d'avoir des terres, que d'avoir des buildings. L'immobilier, c'est une accession à la richesse qui est en même temps très commun, ça fait longtemps que ça existe, mais il y a toujours des façons de se réinventer. J'avais un mentor qui me disait il y a 25 strates de marché dans l'immobilier. Si t'es pas dans le résidentiel, tu peux être dans le commercial, l'industriel, l'hôtellerie, le terrain, tu peux être dans le courte durée, tu peux être dans le micro storage. Donc, il y a tellement de choses à faire en immobilier. S'il y en a un qui va bien, il y en a un autre qui va mal, mais tout est cyclique. Et donc, pour aujourd'hui, l'épisode, on vous a réservé un update de qu'est-ce qui se passe avec l'élection de Trump, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur le marché immobilier au Québec. Également, la mise à jour du tribunal administratif du logement, le TAL qu'on appelle. Qui s'en vient avec ça? On est toujours début d'année 2025, donc fond avis de renouvellement, hausse de loyer, 1er juillet qui s'en vient. Donc, what's up with that? Et vraiment, ça va nous permettre de juste se remettre les pieds parce que chaque expert des dérangeants, en fond, c'est 3 à 4 épisodes par saison qui viennent nous faire un petit update. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment une éternité qu'on n'a pas parlé à Patrice. Moi, de mon côté, en fait, je le vis avec l'immobilier, plus de 6, bientôt 700 portes avec mon groupe Entourage Immobilier. C'est quand même une gestion active. On a la chance, dans le fond, depuis 2017, d'avoir grossi, qui nous permet d'avoir une équipe. Mais ici, votre serviteur, Étienne Crevier, l'a quand même fait la job d'aller sur le terrain, un 24 décembre, d'aller ouvrir un plafond parce qu'il y avait un tuyau qui coulait, les locataires pouvaient pas écouter la télé, il y avait une inondation dans un logement du rez-de-chaussée. On l'a vécu. C'est une job qui est très, très difficile. Moi, je trouve que ça reste quand même énormément de conflits, l'immobilier. Il faut beaucoup, beaucoup d'aptitudes sociales, communicationnelles. Et il faut pas avoir de rancune. Il faut vraiment y aller avec le cœur. Il faut s'ouvrir aux gens. Il faut aimer le monde pour faire de l'immobilier parce que c'est des fournisseurs, c'est la Ville de Montréal, c'est des locataires, c'est la banque. C'est que du relationnel au final. Et je ne suis pas de cette école de pensée-là qui dit qu'en immobilier, tu as un gagnant, un perdant. Il y a possibilité d'avoir des gagnants-gagnants si tout le monde fait une bonne job. Et de la position d'un propriétaire immobilier, en fait, c'est toujours un peu particulier. Parce que oui, on veut faire une saine gestion, mais on est toujours perçu également comme un social traite capitaliste qui s'enrichit sur le dos des locataires. Mais bien honnêtement, moi je vous le dis, en toute transparence, ça fait à peu près 7-8 ans que je suis dans le domaine de l'immobilier, plus actif. Dans le fond, du domaine de la santé, j'ai migré vers l'immobilier pour y travailler. Et là, 2025, en fait, petit scoop, ça va être la première année vraiment où est-ce que je me détache de l'immobilier pour retourner à mes premiers amours, qui est le domaine de la santé. Je vais vous en parler. J'ai quand même tergiversé, j'ai essayé des projets, j'ai essayé d'acheter des entreprises. Et là, 2025, j'ai pris la décision de vraiment me focusser sur
mon prochain move. Et donc, l'immobilier devient vraiment secondaire dans mon temps. On a une excellente équipe. Je salue d'ailleurs l'équipe d'entourage immobilier, Guillaume, Camille et Katharina, Martin, qui tiennent le fort pendant que je peux me retirer. Mais, dans le fond, chaque année, quand j'allais au tribunal administratif du logement, c'était quand même une grosse négociation parce que en 7 ans, la business, on n'a pas tant fait de profit, là. En fait, on n'en a pas fait du tout. Je tiens à être honnête. Si on est capable de dégager 1 dollar de cash flow à la fin de l'année, c'est exceptionnel. Les immeubles à Montréal sont vieillissants. C'est beaucoup, beaucoup d'entretien. Le coût des matériaux monte en flèche. Les assureurs se graissent la patte énormément parce qu'on ne se le cachera pas. Tout ce qui se passe avec Los Angeles, les feux les feux dans la forêt, qui en fait qui a rasé Palisade, qui est le quartier cousu de Los Angeles, ce mouvement-là a une énorme pression sur les coûts des matériaux parce que le bois d'œuvre va migrer pour reconstruire, mais également toute la business des réassureurs. Donc, dans le fond, quand un assureur donne une police d'assurance à un propriétaire, lui, il se back également avec un réassureur. Et les réassureurs ne sont pas canadiens, ils sont mondiaux. Donc, le réassureur qui a fait à la fois Desjardins pour une tour d'habitation va avoir fait un quartier d'habitation à Los Angeles et pour lui, c'est là que sa prime vient d'augmenter et donc il va le charger à l'assureur qui est par exemple Desjardins ou aux États-Unis qui peut être Chase et eux autres, en fait, la facture revient finalement à monsieur, au propriétaire immobilier ou à l'investisseur. Donc, ce mouvement-là est mondial et global. On ne peut pas s'en sortir. S'il y a des catastrophes naturelles, environnementales à travers le monde, ça vient répercuter sur le résidentiel au Québec, qu'on le veuille ou non. Et donc, sans plus tarder, on peut écouter immédiatement mon entrevue que j'ai faite avec Patrice Groslot, où est-ce qu'on met la table sur l'immobilier en 2025 au Québec. What's up? Qu'est-ce qui se passe? On écoute ça à l'instant. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Patrice Groslot, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé pour notre dernier épisode, en fait, qui est en 2024 sur l'immobilier, on avait parlé des investisseurs étrangers. J'ai l'impression que ça fait, my God, quasiment 10 ans qu'on ne s'est pas parlé parce que la dernière fois, on parlait du gouvernement Trudeau qui avait pris des politiques qui n'aidaient pas les investisseurs et finalement, depuis, Justin Trudeau a démissionné, Donald Trump est rentré au pouvoir. On commence une nouvelle année sur les chapeaux de roue. Comment ça va? Ça va vite. Le marché est très dynamique au niveau de la revente, toujours très tranquille au niveau du condo neuf, au niveau des nouvelles constructions. On sent une reprise, mais très graduelle, très lente, là, évidemment, avec tout ce qui se passe au niveau politique. On est plus dans un mode attente. Il y a beaucoup de gens qui vont retarder certaines décisions immobilières, logiquement, pour attendre de voir là, ce qui va se passer avec les menaces tarifaires, et ainsi de suite. Ça vient directement attaquer notre marché immobilier, même si on pense qu'il n'y a pas de lien direct, c'est un lien évident pour la prochaine année. Écoute, d'entrée de jeu, le sujet de l'heure, on enregistre l'épisode et l'assermentation de Trump vient d'avoir lieu, rentre en poste, met son administration. Je serais curieux de t'entendre justement. Tu as fait un lien de cause à effet qui est somme toute très intéressant, mais que pour moi, mettons, simple moldu, je ne vois pas toujours, en fait, l'impact. Comment est-ce que tu dirais que les impacts tarifaires de Trump pourraient affecter notre marché immobilier, autre que, mettons, dans le portefeuille moyen que de monsieur, madame, tout le monde, là? Mais c'est surtout que on appréhende quand même des congédiements majeurs si Encore, on est... ces tarifs-là sont mis en place. Je pense que c'est M. Ford du côté de l'Ontario qui parlait d'un demi-million de pertes d'emplois. Donc, évidemment, ça ferait exploser le chômage. Si évidemment, là, il y a une crise de l'emploi, la capacité d'achat va être affectée. Moins de demandes avec l'offre qui se maintient, évidemment, donc une baisse potentielle de prix des propriétés. Et c'est la même chose au niveau, évidemment, du logement aussi, là. Le marché locatif est en train de se stabiliser parce que le problème, c'est que la nouvelle offre qui est mise sur le marché, l'offre de neuf, exige un tarif minimal qui reflète au fond les coûts de construction, la réalité du neuf. Il n'y a pas plus d'inventaire usagé à meilleur prix.
Donc, tout ça mis ensemble, c'est les forces économiques offre-demande évidentes. Donc, si on a une baisse drastique de l'emploi, ben, c'est évident là, que ça va avoir un impact sur les prix de l'immobilier. Mais je pense que c'est ça le message qui est le plus intéressant, c'est que c'est l'emploi qui vient vraiment influencer parce que le Canada c'est pas le déficit, mais est en production économique positive vers les États-Unis. On exporte énormément. Oui, on importe, on est un des plus grands acheteurs du marché américain, mais quand on fait le calcul économique, le Canada est gagnant au change avec les États-Unis au final. C'est qu'on s'enrichit par nos exportations et moindrement qu'on rajoute 25% de tarifs, donc de frais supplémentaires sur les produits canadiens, ben c'est 25% de moins dans les poches de nos entreprises canadiennes, donc de dividendes, donc de profits, donc de salaires de moins. Puis, j'aurais eu tendance à penser que ce qui veut dire moins d'achats de maisons, moins d'achats de condos, veut quand même dire on ne peut pas effacer cette population-là. Les gens ne vont pas disparaître parce qu'ils n'ont pas de job, ils doivent quand même se loger. Est-ce que ça a une pression sur le locatif dans ce temps-là? Est-ce que les gens qui ne peuvent pas acheter vont quand même juste louer des condos ou louer des appartements? Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont devoir vendre, prendre cette équité-là et se mettre locataires. Ça, c'est évident. La problématique aussi, il faut faire attention. Il ne faudrait pas que l'immobilier se corrige de façon sévère parce qu'en ce moment, les propriétés qui sont mises en vente, c'est beaucoup des propriétés de baby boomers qui ont besoin de cette équité-là pour leur retraite. Donc, si on vient empiéter un bon des dizaines de pourcents sur la valeur de leur résidence, les calculs de retraite vont devoir être revus complètement. Il y a des gens qui vont devoir travailler plus longtemps, ainsi de suite. Donc, il y a un effet domino à tellement de niveaux. C'est majeur. Les seuls gagnants, évidemment, s'il y aurait une baisse de prix, ce seraient les premiers acheteurs. Mais pour l'instant, je pense que d'un point de vue québécois, on serait nettement perdant si on pénalisait nos baby boomers pour favoriser les premiers acheteurs. J'ai jamais vu d'études ou de grandes nouvelles qui disaient que le marché immobilier de Montréal avait chuté. On a déjà eu des petites corrections, des ajustements. Moi, je prends l'exemple de ma maison à Outremont. Ça doit faire 3 ou 4 ans que le prix est quand même foncièrement stable. Je regarde le Ouais. registre foncier, je regarde les transactions de maisons similaires. J'ai pas fait d'argent avec ma maison, mais j'en ai pas perdu Ouais. particulièrement. Le prix s'est stabilisé. Est-ce que, selon toi, ce qui s'annonce avec les tarifs de Trump pourrait causer un ajustement négatif, une correction à la baisse du marché immobilier? Ben là, pour reprendre l'exemple justement d'Outremont, ça c'est un très très bon exemple. Ouais. Outremont, on a un inventaire en unifamilial, on invente des chiffres, ce n'est pas des chiffres précis, mais admettons qu'il y avait 500 propriétés unifamiliales Ouais. dans Outremont il y a 25 ans. Il y en a 500 aujourd'hui, puis il y en aura 500 dans 25 ans aussi. La demande continue d'augmenter pour des secteurs qui sont très près comme ça du C'est centre-ville. Donc là, enclavé, là, puis il n'y a pas ben, tant c'est de la nouvelles résilience des constructions. centres-villes, la résilience des villes. Donc, quand on arrive dans la limite immédiate du cœur du centre-ville, ces secteurs-là ne seront absolument pas affectés, là. Il y a une résilience tarifaire qui va être évidente. C'est ce qu'on a connu plutôt dans au fond, l'accélération décisionnelle COVID de gens qui sont allés s'éloigner en première et même en deuxième couronne. Là, c'est là qu'on risque d'avoir des corrections de prix parce que les hausses ont été fulgurantes. Cela dit, est-ce qu'on aura des baisses année sur année, mais globalement, là, si on se met sur un 5 ans, je ne crois pas que la perte sera la même. Donc, si quelqu'un a acheté il y a 5 ans, au début du COVID, ainsi de suite, je pense pas qu'il y aura une perte, mais quelqu'un qui est arrivé à la fin du cycle et Hmm. qui devrait vendre rapidement, là, c'est sûr qu'il y aurait potentiellement une perte. Puis la perte, souvent en immobilier, on dit, ah, écoute, j'ai pas fait d'argent, j'en ai pas perdu, mais en fait, on en a perdu par le coût d'opportunité. Si t'as fait du 1% sur ton équité, sur ta maison, tu aurais pu faire du 8-9% sur le S&P 500. C'est souvent ça qu'on oublie. C'est de dire, justement, cet argent-là n'a pas fructifié comme elle se devait. Est-ce que, selon Ben, toi, puis vas-y, oui. Ben là, c'est un très bon point parce qu'habituellement, tu as deux styles d'acheteurs. Dans les propriétés de très haut de gamme, on voit souvent des achats comptants. Évidemment, quand on dit comptant, on ne parle pas de valise d'argent. On parle juste que les acheteurs ne prennent pas d'hypothèque, parce que je le vois souvent ça dans des blogs. Évidemment, c'est juste que les acheteurs ne prennent pas d'hypothèque, comparativement à un acheteur classe moyenne qui va souvent financer. Donc, c'est sûr que si il y a une augmentation de valeur,
le rendement est multiplié par l'effet de levier de l'emprunt. Mais à l'inverse aussi, la perte va se répercuter au même niveau. Si on a emprunté puis il y a une perte importante, on a la même amplification. Donc, c'est sûr que les gens plus fortunés qui ont acheté à bon prix et tout ça, qui n'ont souvent pas l'urgence de vente, qui n'ont pas besoin de liquider leur résidence pour vivre ou quoi que ce soit, vont nettement être moins affectés. Là. C'est vraiment la classe moyenne qui a acheté à fort prix, qui s'est éloignée des grands centres et que là, les entreprises forcent un retour graduel en présentiel et tout ça. Là, il y a une espèce de tempête parfaite. Où est-ce que là, ces gens-là vont évidemment avoir une certaine perte, surtout s'ils sont allés se mettre dans des villes non stratégiques. Là. Il y a des villes clés qui ont très bien performé, qui vont continuer de bien performer, là, comme je pense à Bromont, qui ont des bons parcs Ouais. industriels, qui sont économiquement Granby, c'est ça, qui sont stratégiques au niveau positionnement géographique et ainsi de suite. Mais les fameuses villes de non-saint que j'aime dire, desquelles on n'a jamais entendu parler avant le COVID, là, il risque d'avoir des corrections quand il n'y a pas de services de proximité, ainsi de suite. C'est ça. Ça va faire mal, mais ça a toujours été les villes entre les grands centres ont toujours été affectées en premier, surtout si les gens sont allés acheter à fort prix. Il n'y a pas de rareté de terrain. Si on veut aller s'établir là, on peut acheter le terrain à côté, construire exactement ce qu'on veut. Donc, c'est ça. Là, ça a toujours été des points, des secteurs plus dangereux d'un point de vue immobilier à court terme. Et la correction risque de se faire dans ces secteurs-là. Décrocher des subventions, c'est souvent un casse-tête. Savoir où chercher, comment rédiger des demandes solides et maximiser vos chances d'obtention. Avec le service personnalisé d'accompagnement d'Hello Darwin, tout devient simple. Grâce à leur plateforme interactive et gratuite, découvrez en temps réel les subventions les plus adaptées à votre entreprise. Prenez rendez-vous dès maintenant et profitez de 10 % de rabais sur votre accompagnement. Retour sur investissement garanti. Les dérangeants! Les dérangeants. Non, puis t'as entièrement raison parce que, tu sais, je lisais justement ce matin, un des premiers décrets de Trump, c'était d'obliger les employés fédéraux à revenir en présentiel à 100%. Le télétravail continuait, il y avait encore 50% de la main-d'œuvre. Et moi, je ne veux pas tomber dans le débat RH, mais je pense sincèrement que le retour au travail, le télétravail ne va pas perdurer pour la simple et bonne raison que les promotions se donnent à des gens qui peuvent aller faire un coucou au patron et dire « Hey boss, tu sais, tel nouveau projet là, ou tel nouveau listing, je peux t'aider hein, quand tu veux. » Juste comment je pourrais dire, cet écosystème-là de bureau va faire que les gens qui ont des promotions sont des gens qui sont en présentiel et donc vont favoriser le présentiel. C'est leur style de travail. Et donc, en effet, puis moi, je suis un gars de Repentigny, donc tu me parles de Saint-Gérard de Magellan ou Saint-Alphonse de Rodriguez. Moi, c'était toujours un peu le folklore de Repentigny pour dire les trous perdus. Mais je me ferai pas d'amis en disant ça, mais en effet, et c'était aussi beaucoup des places de baby boomers qui allaient justement vivre leur retraite tranquille, donc c'est dangereux. Je veux pas non plus, c'est un épisode en même temps qu'on est un peu entre les deux, on regarde ce qui va se passer, les taux d'intérêt. Si on parle de justement tarifs, si on parle de mise à pied, il y a 60% des Canadiens qui ont peur pour une récession en 2025. C'est sur les lèvres plus que jamais, alors qu'on pensait qu'il allait avoir un soft landing quelconque. As-tu ta propre prédiction pour les taux d'intérêt immobiliers en 2025? Moi, je prévois une légère baisse. Évidemment, je le prévois en lisant différents intervenants dans le domaine. Cela dit, la beauté de ce qu'on a connu dans les dernières années, c'est que même les plus grands spécialistes des grandes banques, des compagnies se sont d'assurance, plantés! se sont trompés de façon... La seule chose, on a l'avantage, évidemment, on a du data personnel dans nos entreprises, donc on voit venir, mais c'est ça, là, justement, Trump en est un bon exemple. Peu importe les prévisions qu'on aurait pu faire il y a 6 mois, il devient l'élément clé qui vient chambouler toutes ces prévisions-là. Et il risque d'avoir autre chose, là, parce que là, oui, il est là, mais il y a aussi une notion, c'est que les gens vont faire leur move avant même que le move, avant même que le tarif possible a déjà un effet sur le marché. Ce n'est pas une fois que ça va être exécuté, la crainte, la peur qui s'installe chez certaines personnes vient déjà commencer à influencer des actions des achats, des retards d'achat, des promoteurs qui vont retarder certains projets, tout ça. Donc, les effets commencent déjà à se faire sentir. Donc, c'est pas à l'annonce que là, en 24 heures, on va sentir un effet
épouvantable. L'effet commence tranquillement à se faire. Mais c'est à voir. Là, moi, c'est l'élément aussi qui est très important. C'est vraiment le fameux ban qui avait été mis sur les acheteurs étrangers sous Trudeau, qui était une de ses promesses électorales. De ce qu'on entend, M. Poilievre voudrait l'enlever, tout ça. Mme Freeland aussi qui semble Plus prédisposée à le pragmatique par retirer rapport à la chose, aussi. oui. Donc, à voir. Parce que là, je pense aussi, il y a quelque chose, il y a une notion aussi au niveau canadien, sur la réalité canadienne, c'est il y a ce qui se passe à court terme, puis il y a ce qui se passe à moyen long terme. Là, on vient de se rendre compte que notre plus important partenaire n'est peut-être pas aussi fidèle qu'on pensait. Donc, ça serait trop facile de se dire c'est la faute seulement de Trump. Les Américains vont en bénéficier pendant ces 4 ans-là. Peu importe qui sera le remplaçant plus tard, il ne faudra pas oublier ce qui s'est passé. C'est comme dans un couple, quand on se fait tromper, on peut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Donc, on va commencer. J'adore l'analogie. Mais on va commencer à regarder pour des partenariats, l'Union européenne et tout ça. Autant qu'il y a des défauts du côté russe, du côté chinois et tout ça, ça reste des voisins géographiques et tout ça, et ça reste des forces économiques qu'il ne faudra pas négliger. Donc, je pense que les Canadiens, au lieu d'être dépendants d'un partenaire, qui a été un excellent partenaire, mais qui change les règles du jeu comme ça du jour au lendemain, on n'aura pas le choix de se prendre des polices d'assurance. Je pense qu'on reste dans une bonne position géographique. Ça commence à fondre en haut, donc justement, le transport maritime, il va falloir commencer à y penser, à protéger tout ça. Les Russes ont une longueur d'avance sur nous à ce niveau-là. Et là, c'est ça. Je pense qu'il va falloir réorganiser nos partenariats. Donc, à moyen long terme, on sera peut-être moins dépendant des Américains et tout ça. Et ça sera peut-être une bonne chose à moyen long terme. Je vois aussi ce qui s'écrit beaucoup. Il y a l'Union européenne avec ses qualités, ses défauts, mais je pense qu'une Union nord-américaine, évidemment, il n'y a pas autant de variété de pays. On a un seul voisin, mais je pense qu'une Union européenne, peut-être une devise et tout ça, là, ça va être des choses à explorer à moyen long terme, mais c'est pas complètement farfelu de commencer. On n'est pas dans la fragmentation au niveau planétaire, on est plus dans des partenariats de se regrouper, tout ça. Donc, ça risque d'être excessivement intéressant, mais on reste pas beaucoup au niveau de population avec la quantité de ressources, eau douce, hydroélectricité, tous les minéraux, tout ça. Je pense qu'on reste dans une bonne position stratégique pour les années à venir. Donc, il ne faut peut-être pas paniquer autant. Et moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on réagisse aussi rapidement à ce qui se passe du côté américain, puis qu'on devienne justement un faire-valoir de politique et tout ça. Il faut se tenir et revenir à la base. Faisons ce qui est bon pour nous, comme ce qu'ils sont en train de faire de leur côté, qu'on arrête, qu'on se trouve des solutions chez nous et non pas dépendre de eux. Là. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, là. Du moins. Ben, c'est la réaction du punching bag, puis ce que tu dis est entièrement vrai. J'étais en Chine en 2016 pour la mission du G20 avec le Canada, puis c'était Bill Morneau, qui était ministre des Finances à l'époque, qui disait pourquoi la Chine, on est ici, pourquoi le Canada fait une mission économique commerciale en Chine. On est 40 millions d'habitants, puis on a 10 fois le territoire. Ils sont 1 milliard, puis ils n'ont pas de ressources. Donc, on est le match parfait avec des économies comme la Chine, en effet, où est-ce qu'ils ont besoin de ressources, on n'est pas beaucoup, on a la chance de s'enrichir. Et donc, le danger, c'est de voir le court durée, de dire à court terme, les tarifs peuvent créer une instabilité économique, mais c'est peut-être gagnant sur le long terme. En parlant d'instabilité économique ou de changement justement de règles, il y a une annonce en fait qui est à chaque année que tous les propriétaires immobiliers, tous les locataires et tous ceux qui ne sont pas en immobilier checkent en se disant qu'ils auraient peut-être dû faire de l'immobilier. C'est la grille du tribunal administratif du logement pour les augmentations de loyer. Ça fait toujours un peu le chou gras des médias. Il y a la presse, le Journal de Montréal, Le Devoir qui s'amuse à faire un peu les bien-pensants et analyser le tout. Cette année, 2025, s'annonce être le record de tous les temps en termes d'augmentation permise par le tribunal administratif du logement. Puis je vais faire bien la nuance en tant que permise parce que, en fait, le tribunal administratif du logement n'est pas un tribunal proprement dit ils ne peuvent pas pénaliser. Les augmentations de loyer au Québec, c'est de la négociation. Ça commence, il n'y a aucunement autre, partout au Canada, de loi qui vient pénaliser un propriétaire qui ne respecte pas la grille, autre que de venir dire on négocie ou on annule.
Il n'y a aucune clause punitive. Donc, c'est vraiment toujours un titre indicatif, mais après ça, c'est vraiment aux locataires de venir se prévaloir de leurs droits et de refuser l'augmentation comme il se doit. Ceci dit, cette année, ça s'annonce être quand même une belle tempête de négociations, parce que je pense pas qu'au Québec, on se rappelle du moment où est-ce qu'on a eu plus que du 5%. Et Patrice, je serais curieux de t'entendre, c'est quoi qu'on annonce comme augmentation cette année? Mais écoute, on part déjà, l'année dernière, c'était déjà le record de tous les temps à 4%. Là, ce qu'on pense annoncer, là, ça va s'annoncer même aujourd'hui. Donc, on parle de 6%. Donc, C'est 4% l'année fou, raide. dernière, 6% cette année. Donc, malheureusement, les gens se sont habitués à des hausses qu'on pense qui vont être récurrente, permanente et tout ça. Mais il faut comprendre qu'à la base, c'est un calcul. Et ce calcul-là se base sur des faits, sur des statistiques. Et ce n'est pas inventé, ce n'est pas un boulier, puis cette année, ce sera une hausse de 6 Ça vient avec des faits. Donc, sur 2 ans, 10 c'est beaucoup. C'est Mais en plus même que temps, ça en même temps, parce que je lisais, c'est 6% sur le 4% antérieur. Donc, oui, en termes de rendement composé, on est à du 11,3% en fait tout à sur fait. 2 ans. Oui. Et là, le problème, c'est aussi, c'est qu'on voit tout le temps, quand on entend les différents groupes, le Fratru ou ainsi de suite, qui défendent les locataires à raison dans plusieurs cas. Mais le problème, c'est qu'on parle souvent du gros propriétaire institutionnel qui a beaucoup, beaucoup de portes et qui est juste là dans une maximisation qu'on perçoit à outrance du profit, ainsi de suite. Mais la Et d'abus réalité et autres. aussi, Ouais. ben, dans le centre de Montréal et tout ça, et souvent, les propriétaires au Québec de logements ne sont pas que de l'institutionnel. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui habitent des triplex, des quadruplex ou qui en ont acheté au fil des années en économisant, en se saignant, en ne voyageant pas, ce que j'aime dire, là, en grattant du fer forgé pendant les vacances, puis les week-ends, puis les soirées, tout ça. Donc, ces gens-là arrivent, ils ont prévu vivre leur retraite avec ces revenus-là. Et quand la mathématique ne fonctionne plus, je ne crois pas que c'est à ces gens-là de subvenir à une cause sociale du logement. Ces gens-là l'ont fait de la bonne façon, avec transparence, et je ne pense pas que les loyers qu'ils exigent sont déraisonnables. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un rendement qui fait du sens. Sinon, si on n'est pas capable d'augmenter un prix juste, on va se ramasser aussi avec ce qui se passe en ce moment en Floride, où ce qu'on a vu des édifices s'écrouler parce que justement, on n'a pas de fonds de prévoyance, on n'a pas l'argent pour entretenir les bâtiments adéquatement. Ça va être la même chose aussi. J'aimerais bien, moi j'ai déjà parlé avec certains journalistes, quand c'est arrivé en Floride, j'aimerais ça qu'on me fasse une liste des tours qui datent de dizaines et de dizaines d'années, l'état de certaines tours. Ça peut nous arriver au Québec, il ne faut pas se leurrer. Donc, ça va prendre des investissements massifs, mais il faut que ça se paye d'une façon ou d'une autre. Et ce ne sera pas des investisseurs qui vont prendre des pertes et des pertes pendant des années pour subventionner, entre guillemets, le logement abordable. C'est juste impossible. S'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'investisseurs, s'il n'y aura pas d'entretien. On tombe dans un cercle vicieux. Donc, ces hausses-là sont là pour maintenir le parc immobilier dans un état, même pas, c'est juste, là, on est plus au minimum de l'entretien, empêcher de se dégrader encore davantage. On n'est pas là pour l'améliorer avec des taux comme ça, là, malgré ce que les gens peuvent penser. Les marges sont très, 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 très fermes. C'est absolument pas les rendements que les gens s'imaginent. Donc, sans une intervention municipale, provinciale, fédérale, ça ne sera pas possible d'entretenir le parc immobilier de façon adéquate pour les prochaines années. Les dérangeants sont propulsés par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québécois. D'une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups, Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X, proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.vc. Les dérangeants! Les dérangeants. Ah, puis je le vis. Moi, je peux parler d'expérience personnelle à plus de 600 portes, bientôt 700 avec mon groupe d'investisseurs, mon groupe immobilier. On est content s'il reste 1$ à la fin de l'année. Pour vrai. On est toujours en mode de refinancement pour absorber, pour être capable, parce que finalement, on met des investissements en capitaux, du CAPEX, comme ça n'a pas de bon sens, là. Les gens diront, on a acheté des vieux immeubles. Oui, mais c'est tout vieux à Montréal. Il n'y a pas de jeunes immeubles particulièrement
plus dans l'est de la ville. Je serais curieux de t'entendre, qu'est-ce qui explique justement cette hausse-là de 4% l'année passée, 6% cette année? Sur quoi qu'on se base pour aller chercher ce chiffre-là? Ben, c'est vraiment c'est un mix, là, si on le veut y aller facilement, c'est vraiment un mix, les coûts de main-d'œuvre pour l'entretien, matériaux, évidemment, tout ce qui est, quand le chauffage est inclus, tout ça, les hausses des frais de chauffage. En gros, c'est vraiment les éléments de base, les coûts d'emprunt et ainsi de suite. Le problème aussi que là, faut le savoir, là, en ce moment, le délai moyen pour parler avec le régisseur, on parle d'environ 10 mois. Là. Et Ouais. donc, ça risque Tu as déjà d'exploser avec. envoyé ta prochaine euh, augmentation de loyer, puis tu n'as même pas fait, négocié ton ancienne. fait que si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est là, les propriétaires doivent s'entendre avec les locataires parce que là, si on attend le délai est de 10 mois, mais là, on peut imaginer que les délais vont encore, il manque de main-d'œuvre partout au niveau administratif. Donc, c'est évident que ces délais-là vont augmenter. Pendant ce temps-là, évidemment, c'est le propriétaire qui va assumer la transition et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent. Et l'autre chose aussi, là, on arrive dans une stabilisation au niveau locatif à cause de la capacité de payer des locataires. Donc, c'est sûr que si on n'a pas il va falloir offrir un produit qui répond à la demande ou ce que les gens vont pousser un petit peu la note, payer un petit peu plus. Mais justement, si on a un vieux parc et qu'on compétitionne avec des choses plus récentes, avec des aires communes et des services qui ne sont pas nécessairement propres aux anciens édifices, il y a tout ça. Là, c'est une petite tempête parfaite et tout ça. Et là, mais je pense qu'il faut vraiment que les locataires comprennent la réalité du propriétaire. On comprend, les propriétaires comprennent très bien la réalité des locataires. On la couvre régulièrement dans les médias. Il y a beaucoup de groupes sociaux qui défendent ces intérêts-là. Mais là, il faudrait peut-être écouter l'autre côté aussi. Et c'est pas un gagnant, un perdant. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Si un perdant, ça ne fonctionnera pas à moyen et long terme. Il faut trouver la formule gagnant-gagnant. Mais pour l'instant, ce ne sera pas évident d'arriver à cet équilibre-là. Ben, complètement. Moi, ce qui me vient en tête un peu quand je vois les 6% et autres, et surtout, ce qui fait à mentionner pour nos auditeurs, c'est excluant les taxes et les assurances. Dieu seul sait qu'avec les inondations qu'on a eues, les bris d'aqueduc, les infiltrations d'eau, les assurances se sont gâtées dans leur augmentation. Puis ça, si on ne fait pas attention, surtout dans mon cas, moi, je suis en prélèvement automatique mensuel. C'est à peu près des prélèvements d'autour de, je veux dire, entre 20 et 25 000 par mois. Fait que quand que j'ai une police qui se renouvelle en mars, une autre en avril, une autre en mai, je la vois pas tout le temps, l'augmentation. Des fois, il me passe un 12, un 15% d'augmentation année sur année, mais vu que c'est mensualisé un douzième dans un pot, ben là, c'est là que je me fais avoir, puis je Ouais. conteste pas. Mais au moment du renouvellement, quand je fais le calcul du rédutal, c'est 6% juste sur l'entretien, le coût des matériaux, le coût de main-d'œuvre. Après ça, je dois mettre mes assurances, je mets les taxes. Les taxes, j'ai aucun pouvoir de négociation là-dessus. Je Ouais. dois absorber complètement. Et donc, finalement, c'est là qu'on se retrouve à du 6,8, du 7,2%. Quand j'entends des propriétaires dire, ben, je vais donner un break cette année. Moi, je vais juste charger 3% parce que je vais les aider. Moi, ça va bien. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben ça, je pense que c'est le vieux propriétaire qui a acheté il y a très, très longtemps, qui a des très, très bons rendements. Là, je pense que ça devient plus quasiment une œuvre caritative, là, rendu La là. Là, c'est plus philanthropie, là, c'est de la ça. philanthropie par les propriétaires et tout ça. Là, moi, je le vois comme ça. Il y a des gens qui donnent à des fondations, autres. Et ça se peut que quelqu'un de très nanti décide, tel locataire qui est chez moi depuis 15 ans, tout ça, qui a de la difficulté, que je pense que c'est bien de le faire, mais c'est sûr que quelqu'un qui est rentré avec des marges très, très faibles et tout ça n'aura pas la capacité de donner, comme on dit, là, ces breaks-là. Mais il y en a qui sont dans des meilleures positions que d'autres. Et bravo à ces gens-là qui ont la capacité humaine de le faire, qui ont la capacité financière et l'intérêt de redonner comme ça à la société. Ça, c'est très respectable de leur part. Ouais, mais moi, Euh, c'est là qu'est le danger parce que c'est un peu ce qu'on entend du mouvement comme le Frappru, de donner un break, de changer la grille de calcul. Mais moi, je préfère plus l'approche justement de dire j'envoie l'augmentation minimum
permise à chaque année, mais comme propriétaire, c'est là ensuite que je dis, ben, écoute, ça c'est l'augmentation à ton bail, mais si tu me payes 50 $ de moins, je te fais le quartier, je te courrai pas après. Ou, hey, je vais te changer tes électros cette année. Ou, ben, je vais aller rénover, je vais rajouter une sortie de sécheur, je vais aller rénover ta salle de bain. Moi, il est peut-être juste là la petite nuance, parce que le 3% que tu laisses sur la table cette année, tu peux pas nécessairement aller le rechercher l'année prochaine. Tu vas te faire rabrouer par le TAL. Donc, c'est là de chaque pourcent qui est permis cette année, c'est que c'est une situation qu'il faut, en fait, comme propriétaire, bien entretenir son immeuble. Puis si tu le prends pas cette année, ben, tu vas le payer l'année suivante. Ouais. Je serais curieux, ultimement, de t'entendre sur est-ce que l'augmentation de 6% des loyers, selon toi, va avoir un effet sur le prix, justement, des triplex, quadruplex, quintuplex? Donc, le jeune investisseur immobilier qui veut se lancer, qui veut acheter son premier plex, l'année prochaine, ça va-tu être encore plus hors de prix? Ça va-tu être encore plus cher au Québec à cause de cette hausse de 6%-là cette année? Ça dépend vraiment des secteurs, ça va vraiment dépendre du type de produit. Il y a une réalité aussi, on a moins comme propriétaires aujourd'hui des propriétaires qui étaient des jack of all trades, là, qui étaient Ouais. capables de faire des menus travaux. La majorité des nouveaux propriétaires doivent engager des corps de métier pour à peu près tout faire. Fait que c'est sûr que l'ancien propriétaire là, qui faisait tout lui-même et tout ça, qui avait une portion salaire, qui était menuisier, plombier à temps partiel, électricien en herbe et tout ça, c'est là, là, que si on doit payer les tarifs aujourd'hui de tous ces corps de métier-là, on n'arrivera plus. Fait que je pense que c'est ça le problème, c'est que ça dépend vraiment des secteurs, ça dépend du profil du propriétaire, ça dépend depuis quand que le propriétaire a cette propriété-là, c'est quoi le financement qu'il y a sur ça. Fait qu'il va y avoir tellement de réalités, mais c'est sûr que ça donne pas vraiment le goût tu sais, quand on se fait toujours taper dans les médias de méchants propriétaires, ainsi de suite, puis de méchants capitalistes, à un moment donné, on a besoin des investisseurs. C'est un écosystème qui a besoin de l'un et l'autre. Si on trouve, on est toujours en position de victime, puis qu'on cherche un coupable partout, on n'y arrivera pas. C'est ça. C'est un message de On l'a bienveillance que tu envoies, puis ça résonne chez moi parce que je viens du domaine de la santé à la base, généticien de formation. Je me suis lancé dans l'immobilier par la bande, qui est devenu un métier finalement avec le temps. Et ce que je trouvais, c'est qu'il y a tellement de conflits en immobilier. Tu t'ostines avec tes fournisseurs, tu t'ostines avec tes locataires, tu t'engueules avec la ville. C'est tellement, ça prend la couenne dure, ce qui est ouais. difficile d'être la tête en dehors de l'eau et de garder la tête froide, d'être une bonne personne en immobilier avec le temps, tu deviens cynique, je trouve. Et donc, ton message de si on veut changer le paradigme, ben, parlons-nous. Meilleure communication, moi, c'est très rafraîchissant. Puis, en fait, écoute, c'est sur ce message d'espoir-là que moi, je dirais, rappelons à nos auditeurs que c'est la période d'envoyer les avis d'augmentation. Il faut que ça soit fait ils ont 3 mois, entre 3 et 6 mois au renouvellement du bail. Donc, à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars pour envoyer les avis de renouvellement pour un bail de 12 mois. Et ça, c'est les baux qui se renouvellent au 1er juillet. Donc, s'il y en a qui c'est au 1er juin, au 1er mai, c'est avant qu'il fallait l'envoyer. Ouais. Donc, on ne pas oublier. C'est quand même fascinant au Québec hein, qu'on a le 1er juillet, cette journée de déménagement-là et que ça perdure. D'après toi, est-ce qu'on va continuer? Ça va-tu changer un jour? C'est comme ça fait Ah, partie de ça a déjà notre commencé, folklore. le cycle immobilier, que ce soit au niveau locatif ou même achat. On avait vraiment là, les classiques pointes on arrivait, ça devient de plus en plus aplati. Le mouvement est beaucoup plus à l'année. Il y a beaucoup moins de périodes de pointe comme on a connu il y a très, très longtemps. Mais moi, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment au niveau politique. Là, souvent, on Ouais. a des partis qui sont soit d'un côté ou soit complètement de l'autre. Je pense que les partis vont devoir commencer à mettre dans leur rang des gens de tout horizon et justement que la communication vienne au sein même du parti et que là, quand on arrive face à face avec un parti opposé qui ait la même mixité de profil de leur côté, je pense que c'est là que la communication va être optimale. Mais pour l'instant, c'est trop similaire là, au niveau du profil type des gens qu'on met dans parti A, dans parti B, et souvent des styles tellement en opposition que faut remixer, là, au fond, là, le profil des gens qu'on va embaucher là, dans les prochaines années dans les partis politiques. De médiation. Ben, sur ces belles paroles,
Patrice Groslo, McGill Immobilier, Angle Volkers Montréal, merci énormément de ta participation au Dérangeant encore une fois. Puis, on se retrouve, dans le fond, en fait, très bientôt, parce que je sens que ça va bouger encore une fois d'ici l'été. Donc, on aura la chance de faire un dernier épisode immobilier, capsule expert avec les Dérangeants avant la fin de la saison 7. Encore une fois, merci beaucoup, Patrice. Les Dérangeants. Donc, on est de retour. Merci encore une fois à Patrice Groslo pour son temps, pour nous éclairer avec son, je l'appelle un peu notre Copernic de l'immobilier au dérangeant. C'est notre expert qui dérange, qui a une vue pragmatique vraiment sur ce qui se passe. C'est lui qui nous amène ces sujets et vraiment à chaque fois, il est toujours on point. J'adore parler avec ce gars-là. Donc, pour le prochain segment de l'émission, on a notre Startup de la semaine présenté par anciennement Startup Montréal qui est devenu Québec Tech, la dernière mouture des prix Startup Montréal, en fait, des lauréats de la bourse de 25 000 $. Et pour cette semaine, on écoute Maxime Lavoie de Obius, qui est une plateforme de gestion des stocks. L'entrevue a été tournée plus tôt cet été par notre ancienne collègue et qu'on aime beaucoup, notre ancienne dérangeante Marie-Claude Duquette dans nos anciens studios. Donc, on écoute Obius, Maxime Lavoie, immédiatement. Les Dérangeants. Maxime Lavoie, bienvenue. Claude Duquette, merci. Président fondateur de Obius. En 2 phrases, là, comment est-ce que tu pourrais me décrire les services de l'entreprise? Oui, tout à fait. Obius est une plateforme de planification des achats et de réapprovisionnement pour les entreprises e-commerce. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les responsables des opérations à commander les bonnes quantités pour pas qu'il y ait de rupture de stock et qu'ils perdent des ventes. OK. C'est une plateforme. C'est une plateforme, c'est ça. L'intelligence artificielle? On en utilise, mais on ne met pas nécessairement de l'avant. Donc, on fait beaucoup d'analyse de données. On va capturer les données, on va les structurer, on va les utiliser, puis on donne, dans le fond, des actions à prendre à nos utilisateurs. Ça fait combien de temps que c'est parti? Ça fait juste un peu plus d'1 an. Avant, j'étais chez Good Food. Je m'occupais des opérations. J'ai aussi été consultant chez Deloitte en supply chain. Puis là, ça a été quoi l'illumination là, que tu te dis, ça n'a pas de sens, je dois changer le monde? Oui. J'ai joint Good Food vraiment dans les early days, vraiment au tout début de la croissance. Puis quand j'étais responsable des opérations, on avait 10 à 20 % de croissance à chaque semaine. Des fois, je ne savais même pas si j'avais assez d'ingrédients pour assembler toutes mes commandes. Donc, je me suis dit, OK, there must be a better way. Donc, j'ai vraiment, par nécessité, bâti des systèmes qui me permettaient de planifier la demande puis gérer l'inventaire. Donc, on n'avait pas nécessairement les moyens d'acheter des ERP sophistiqués, des systèmes vraiment beaucoup plus sophistiqués. Je l'ai fait vraiment les soirs et les fins de semaine pour pouvoir dormir la semaine puis s'assurer qu'on puisse livrer nos commandes. Puis là, en ce moment, c'est qui ton client type? Oui. Dans le fond, c'est les entreprises e-commerce qui vendent sur Shopify qui vont avoir entre 1 à 10 millions de revenus annuels. On apporte beaucoup de valeur dans certains secteurs comme les bijoutiers, les fabricants de meubles, puis aussi les compagnies Consumer Product Goods, les CPG. Typiquement, ces entreprises-là sont fondées par des entrepreneurs qui ont un background plus en marketing. Ils n'ont pas nécessairement de connaissances en opération, puis ils n'ont pas nécessairement non plus l'intérêt de gérer les achats. Donc, nous, on leur sauve du temps, puis on leur facilite la vie en leur disant exactement quoi acheter quand. Puis, c'est quoi mon style en affaires, là, c'est des multitudes de défis. Ouais. C'est quoi le plus grand défi auquel tu as fait face jusqu'à maintenant? Je dirais la patience. Donc, je suis habitué de vraiment comme aller rapidement puis d'avoir des résultats vraiment comme immédiats. Développer des logiciels, c'est long. Ça développe ma patience. Puis aussi, je dirais, se faire dire non. Tu sais, quand tu commences à vendre un produit qui n'est pas nécessairement parfait puis qui n'est pas nécessairement représentatif de la vision que tu as de l'outil aussi, des fois, tu le prends personnel. Tu dis, merde, j'aimerais ça que ce soit... Tu sais, je les comprends, mais il faut te faire dire non. Il faut vraiment te faire dire non. Il faut écouter les clients. Il faut savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais c'est quand même difficile au début. Mais c'est quoi la plus grande qualité que tu as utilisée, que tu portes, qui t'a été utile? Oui, je te dirais, je suis vraiment 2 trucs. De 1, je suis très déterminé. De 2, excusez l'anglicisme, mais j'ai vraiment un high pain threshold. Chez Good Food, on a vraiment vécu des challenges incroyables. Puis pour moi, il n'y a plus rien qui me fait peur présentement. Donc, j'ai le couteau entre les dents, je suis prêt à tout. Le feu dans les yeux. Exactement, vraiment passionné. J'ai hâte d'apporter de la valeur aux entrepreneurs québécois et canadiens, dans le fond, qui sont dans le domaine e-commerce. Puis je suis super content aussi déjà d'apporter de la valeur puis d'aider déjà une quinzaine de clients.
Puis toi, Maxime, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, quelle trace aimerais-tu laisser derrière toi? Oui, bien, tu sais, je vais avoir un impact positif sur les petites moyennes entreprises. Je le vois comme entrepreneur présentement, c'est difficile de scaler une business. C'est tough. Tu le sais pas, tu n'as pas toutes tes connaissances, tu es tout le temps en mode apprentissage, tu as tout le temps plein de feux à éteindre. Bien, moi, je veux aider ces entrepreneurs-là avec les apprentissages puis les erreurs que j'ai faites à être plus efficaces opérationnellement. Puis, there's a better way, puis il y a une meilleure façon de la faire, puis c'est pas si compliqué que ça quand tu sais le faire. Donc, moi, je vais être là pour que leurs entreprises soient pérennes. Puis c'est quoi qu'on pourrait... c'est où que tu te vois dans 3 ans? Oui. Donc, dans 3 ans, bien évidemment, comme compagnie établie qui aide déjà plein d'entreprises canadiennes, aussi aux États-Unis. Donc, on veut s'attaquer au marché américain par la suite. Puis je dirais aussi aider de plus en plus des grandes entreprises. Donc, là, on aide bien évidemment les petites entreprises e-commerce, mais il y a quand même un besoin aussi avec les entreprises manufacturières du Québec, exactement au niveau de la planification des achats. Puis je sais qu'on peut les aider, puis j'ai hâte de pouvoir les aider. Donc, c'est là que je me verrai dans 3 ans. En un mot, qu'est-ce qui décrirait le mieux ton parcours entrepreneurial? C'est une excellente question. Execution, vraiment, la rigueur d'exécution. Tu sais, des fois, c'est bien beau la stratégie, faire les plans, puis planifier, tout parfait, mais comme dans le day-to-day, you gotta do it, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Eh bien, merci, Maxime. Cool, merci Marc-Claude. Les dérangeants. Donc, merci beaucoup, Maxime, pour nous avoir partagé ton histoire, ta vision, un super entrepreneur. Moi, j'adore découvrir justement des parcours de gens qui étaient dans le secteur, qui ont une job chez Good Food, par exemple, et qui auraient pu monter les échelons. Un des premiers employés, mais il dit non, non, moi, mon cerveau est codé pour voir des problèmes. Et là, j'ai un problème que j'ai pas de solution. Fait que fuck ma job. Je décide de me partir à mon compte et de partir mon entreprise parce que je veux régler ce problème-là, qui est de la gestion d'inventaire. C'est toujours une bonne façon, en fait, de se lancer en affaires. C'est comme ça, en fait, que AutoCAD est né, qui était de la modélisation 3D. Beaucoup de compagnies québécoises, de PME, viennent de ce qu'on appelle les Anchor Company. Sidley, l'agence de publicité qui a fait du Adidas, qui a fait un McDonald's de mémoire, en fait, c'était issu du Cirque du Soleil. Leur premier gros client, en fait, c'était une gang de boys qui ont eu Cirque du Soleil et qui ont fait on vous fait confiance, ça l'a donné Sidley. Et donc, d'avoir des anciens de Good Food qui partent leur propre logiciel parce qu'ils voient un problème et qui ont potentiellement des accès chez Good Food, ça donne toujours des beaux résultats. Puis là où est-ce que j'ai mon bémol, puis je me pose la question, c'est que ça reste un plugin, en fait, Shopify. Un plugin Shopify, c'est que tu es obligé d'être dépendant d'une plateforme. On s'entend, c'est une plateforme qui est cotée en bourse, qui vaut plus de 3 ou 4 milliards maintenant de valorisation boursière. Fait que ton bassin de clientèle est quand même assez infini pour te starter. C'est pas un grand blocage. Par contre, ça reste quand même le même domaine que de vendre des apps sur un téléphone cellulaire comme Apple. C'est que tu es toujours dépendant de redonner une ristourne. Quand tu as ton app sur le App Store, 30% du revenu, donc tu vends ton app, on va dire 10 $, tu as 3 $ qui va à Apple. Donc, tu es toujours dépendant de redonner au marketplace. Si c'est un logiciel qui est potentiellement un ERP standalone, qui est probablement la prochaine étape d'évolution de Obvious, dans le fond, ça donne beaucoup plus de latitude pour aller vraiment avoir une relation avec clientèle où est-ce que tu n'es pas tenu de passer par Shopify. Par contre, moi, j'adore justement la gestion d'inventaire. Donc, on se colle justement à des systèmes existants. La business roule, tu as ton bijoutier, tu as ton fabricant alimentaire comme Good Food qui est sur Shopify. Eh bien, on vient rajouter ton plugin. Le plugin fonctionne demain matin. On n'est pas obligé de faire de migration, on n'est pas obligé de faire de training à pu finir de tes employés. Donc, c'est vraiment une bonne façon de se lancer en affaires. Là, la question du pricing, c'est toujours vraiment moi ce qui me titille, qui me fascine, parce que le pricing de la tech en absolu, c'est extrêmement compliqué. Combien vaut une technologie qui te fait économiser des centaines de milliers, des millions de dollars, mais qui est capable de rouler tout seul, qui n'a pas besoin d'employés? C'est comme de dire à un graphiste, « Hey, tu m'as fait un logo, ça t'a pris 10 minutes, pourquoi tu me charges 1000 $? » Mais c'est parce que le dude il a étudié pendant 15 ans pour le faire en 10 minutes, ton logo. Donc, il faut que tu payes les 15 ans d'éducation, pas le 10 minutes qui a passé sur ton logo. Fait que le pricing de la tech, on a toujours tendance à mettre ça vraiment pas cher comme barrière à l'entrée faible.
Mais c'est très, très, très difficile de rentabiliser ça. Moi, j'aime beaucoup un modèle qu'on appelle le Value-Based Approach en anglais. Donc, c'est de dire, par exemple, le meilleur cas de figure, une entreprise qui achète de la papeterie, en fond, pour ses imprimantes, du papier 8,5 par 11 blanc. On dit, OK, ça te coûte combien de papier par année? Tu en as pour 300 000 $? Parfait. Moi, comme fournisseur, je suis capable de te garantir que je vais te trouver la même quantité, la même qualité, mais pour 200 000. Fait que je te fais sauver 100 000. Mais au lieu de charger 150 $ de l'heure, mais ce que je vais dire, c'est que le 100 000 que je te fais économiser, on le split 50-50. Donc 50 000 chaque. C'est un value-based approach. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peu de coûts à l'entrée, il y a peu de risques de faire affaire avec ce consultant-là, mais ultimement, si ça fonctionne et si le consultant fait bien sa job, bien lui, il est capable de faire bien plus que 150 $ de l'heure sur sa commission et pour tout le temps qu'il a développé, son réseau et le risque qu'il a pris. Donc, dans les cas de gestion d'inventaire, moi, j'irais vraiment sur le value-based approach. Si je suis capable d'augmenter ton chiffre d'affaires, si je suis capable de gérer tes no-stocks beaucoup mieux qu'avant que ton en intérieur, bien, on devrait être capable de splitter le profit que tu as fait de plus. Donc, on souhaite une grande chance à Maxime Lavoie de Obvious. On risque de le réinviter pour faire un petit update, voir comment ça se passe. Et donc, c'est déjà tout pour notre épisode de cette semaine. Étienne Crevier à l'animation qui vous remercie encore une fois d'être fidèlement à l'écoute à chaque semaine, de nous suivre. On est là pour aider les entrepreneurs. On veut vraiment se soutenir comme communauté, briser l'isolement. On le rappelle, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Play. On est partout. On est également sur la chaîne Cube Radio. On est maintenant en ondes, live, certains de nos épisodes. On peut nous suivre. Allez sur le site web www.lesdérangeants.com. On a une foule de ressources pour aider les entrepreneurs, des chiffriers Excel, des templates. On fait vraiment un revamp de notre site web également. Donc, cette section-là va être vraiment très, très, très belle très bientôt. Et donc, c'était Étienne Crevier. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!